Salut, on se retrouve pour les mesures concernant cet étage final que nous avions préalablement étudié sur ces réseaux de caractéristiques. A tout de suite. Alors ce que l'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a utilisé un réseau de caractéristiques qui n'est pas un réseau de caractéristiques idéalisé comme celui-là, mais qui est un réseau de caractéristiques génériques qui correspond à la valeur moyenne des tubes. Et on va voir que ces hypothèses que nous avons prises, qui sont des hypothèses simplificatrices, sont de nature à modifier sensiblement les résultats que nous allons obtenir. L'objectif de toutes ces vidéos, c'est de parvenir à la conception, en partant notamment des documentations constructeurs et de ce que nous avons déjà appris, à la conception de l'ampli que vous voyez ici, qui est un ampli que j'ai câblé il y a quelques mois, lors du premier confinement. Alors on ne va pas passer du temps sur cet ampli, mais c'est l'objectif de concevoir un ampli de A à Z, et je vais vous montrer pourquoi l'étage final conditionne l'intégralité de la conception d'un amplificateur, ce dernier devant être conçu à partir des caractéristiques de son étage final. Alors l'ampli qui est ici, c'est un ampli stéréo, je vous donne rapidement le schéma, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, on y reviendra en détail dans les vidéos à venir. Il est plus complet que le petit ampli expérimental que nous avions fait, au sens où j'ai mis un cathode follower. On verra si l'opportunité d'ajouter une boucle de bootstrap sur le préampli. Et on parlera de la contre-réaction que vous voyez ici, sur lequel je balade actuellement ma souris. Cette contre-réaction, on verra pourquoi on est obligé de ne pas la rendre purement résistive. Mais ça fera l'objet de toutes les vidéos qui vont suivre à partir, enfin l'année prochaine, on va dire. Alors, le montage expérimental qui est ici, je vous rappelle les conditions. Les conditions étaient les suivantes. Il fallait alimenter cet ampli ici en 250 volts. D'accord. Et on était censé venir tirer 36 mA pour obtenir ici 1,9 watts à, on va dire, 8% de distorsion, 8-9% de distorsion, ce que vous retrouvez sur la fiche présentée ici en incrustation. Alors, je vous rappelle ce que nous avions trouvé. Comment est-on parvenu à ces valeurs? On est parvenu à ces valeurs en traçant les droites de charge, ici, et de là, nous avons déduit la puissance théorique que l'on peut obtenir avec cet étage, dès lors que l'on le charge correctement avec un transformateur, de 3500 ohms. Alors, ce que j'ai fait ici avec un petit transfo de 7000 ohms chargé sur 4 ohms. Alors, nous avons retenu un certain nombre d'hypothèses simplificatrices quand on a tracé ce que vous voyez à l'écran, et si on regarde ici, c'est pareil. Première hypothèse simplificatrice, on est parti du principe que le transformateur, que je représente ici, comme cela, avait ici une résistance de son enroulement primaire. On va dire qu'ici on est au primaire, et là au secondaire, on a dit que l'enroulement primaire du transformateur, on a considéré dans ce tracé, ou le tracé que vous voyez en incrustation, que ce transformateur ici, sa résistance, la résistance de cet enroulement était égale à 0. C'est faux. Ce transformateur présente 400 ohms de résistance. C'est-à-dire que quand on va faire circuler un courant là-dedans, on va forcément dégager de la chaleur et donc perdre de la puissance. Alors sur un ampli qui est destiné à faire 2 watts, quand on va se rendre compte qu'on perd environ dans les mesures ici à peu près 500 milliwatts, un demi-watt, c'est pas neutre, c'est déjà plus négligeable. Deuxième hypothèse simplificatrice que l'on a fait, on a considéré que le rapport de transformation ici était à juste titre égal au nombre de tours au primaire sur le nombre de tours au secondaire. Ça va nous donner le rapport de transformation. Alors si ça c'est vrai, il n'en est pas moins vrai j'ai fait une mesure moi à vide ici, et on est parti du principe, et on part du principe d'ailleurs, que ce transformateur a un rendement ici de 100%. Ce qui est également faux. Parce que quand on va mettre sur un transformateur une charge, ici, et qu'on va venir alimenter ça avec un générateur, ici, comme ça, alternatif, bien, on se rend compte qu'il n'y a pas 100% de rendement sur un transformateur. Troisième hypothèse simplificatrice que nous avons prise. On a considéré
que ces distorsions qu'il y avait là étaient égales essentiellement à la distorsion du tube. Alors c'est vrai, en grande partie, cela dit, il faut savoir que le transformateur apporte de la distorsion. Alors j'ai pas étudié le transformateur parce que j'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo, mais un transformateur fait un apport de distorsion, c'est précisément la raison pour laquelle on fait toujours la contre-réaction à partir du secondaire du transformateur pour pouvoir intégrer dans la contre-réaction, quand on vient appliquer la contre-réaction dans l'ampli, la distorsion apportée également par le transformateur. Bon, là sur 8% de distorsion, néanmoins, 80%, on va dire, ou je ne sais pas, est apporté par le tube. Et enfin, on a tracé ça comme une droite, ici, c'est-à-dire qu'on a considéré que l'impédance de 3500 ohms se comportait comme une résistance. Alors dans les mesures qu'on va faire, on va voir que c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler ni de bande passante, ni de comportement en phase, ce que l'on évoquera quand on fera le sujet sur l'ampli. Mais il faut savoir qu'un transformateur audio, et un transformateur tout court, il a, au même titre que n'importe quel quadripôle, on va dire, une bande passante, alors que je vais représenter comme ça, ici, avec une fréquence de coupure basse et une fréquence de coupure haute. On verra, quand on étudiera les étages finaux, ici, que cette bande passante propre au transformateur, en réalité, conditionne, pour l'essentiel, dans un ampli bien conçu, j'entends, dans un ampli bien conçu, conditionne pour l'essentiel la bande passante de l'amplificateur. Et je vous expliquerai pourquoi je peux faire cette affirmation. Et enfin, un transformateur, alors je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du bleu, il a évidemment aussi un comportement en phase, alors que je vais dessiner comme ça, on va dire. Voilà, peu importe, on va dessiner plutôt comme ça, voilà, ici. Et les phases tournent dans un transformateur, ici. Et évidemment, ça a un problème sur la condition de stabilité d'un ampli au global. Alors maintenant, venons-en à la partie mesure par elle-même. Alors, pour sortir du sujet des caractéristiques génériques, j'avais tracé ce tube. Je vous mets pour mémoire, sinon je vous renvoie à la vidéo ici. J'avais tracé ce tube avec une alimentation stabilisée concernant la grille ici et une alimentation concernant la tension d'alimentation pour sortir le réseau de caractéristiques que j'avais tracé sous Excel. Et j'étais arrivé à la conclusion que ici, ce que l'on voit sur le truc, c'est que je devrais obtenir 7,5 volts pour tirer 36 mA et on verra qu'on valide. On valide ça, ce qui est normal puisque j'ai tracé le tube que vous voyez ici. Alors maintenant, concernant la distorsion. La distorsion, on avait sorti la distorsion sur la base d'un calcul, évidemment, concernant les segments ABC. Je ne reviens pas là-dessus, je ne vous refais pas la vidéo de la dernière fois, vous avez qu'à vous y référer, vous pourrez vous y référer directement. Je vous la mets en fiche également. Et on avait constaté qu'ici, on obtenait quelque chose comme 8% de distorsion, et on verra que dans les mesures, on vérifie cette condition. La puissance, qui était donc cette partie-là qu'on avait assurée sur le réseau de caractéristiques génériques, on avait constaté que cette puissance ici était de l'ordre de 1,9 watts, et on va voir qu'on s'écarte sensiblement de ces valeurs-là, pour les raisons notamment, comment on appelle ça, de la résistance de l'enroulement du transformateur, entre autres choses. Deuxième raison qui nous fait nous écarter de ça, c'est que si vous superposez ce que l'on pourrait faire, la caractéristique que je vous mets ici et la caractéristique générique du tube, bien évidemment, c'est-à-dire cette caractéristique-là, si on les superpose, on se rend compte qu'elles ne sont pas calées exactement l'une contre l'autre, ce qui explique qu'on ne va pas trouver ça. Donc voilà les outils, les équipements que nous allons utiliser pour qualifier ces différentes valeurs. Alors idéalement, quand on fait des mesures de distorsion sur un système, l'idéal serait d'utiliser un analyseur de spectre qui nous permettrait de sortir à ce moment-là l'enrichissement spectral de la triode.
L'enrichissement spectral de la triode, si on prend la fondamentale, H1, on va se rendre compte que la majorité de ça est composée par l'harmonique 2, enfin l'harmonique 2, après on a évidemment les autres harmoniques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prétend et on affirme à juste titre que les triodes enrichissent plutôt le spectre en harmonique 2, c'est-à-dire ici, H2, ce qui est soi-disant le son caractéristique des tubes. Alors c'est vrai, néanmoins quand on arrive à des niveaux de distorsion comme de l'ordre de 8%, eh bien on a une présence forte de l'harmonique 3. Je ne vais pas traiter complètement ici du sujet de la distorsion, ça fera l'objet d'une vidéo qui sera probablement la prochaine vidéo qui va suivre celle-là. Je ne l'ai pas encore tournée mais je vais le faire et on verra à ce moment-là que évidemment quand on dit ou quand on affirme qu'on a un enrichissement de la H2 versus la pentone qui enrichirait plutôt de l'harmonique 3, c'est vrai mais pas quand on est dans des distorsions de cette nature. Alors, concernant le montage et les équipements, je vais plutôt utiliser un distorsiomètre. Alors le distorsiomètre, il va nous donner la THD, c'est-à-dire la distorsion harmonique totale, y compris d'ailleurs le bruit. C'est un équipement analogique qui a été utilisé pendant des années et des années dans l'audio, parce que je trouve que l'extraction des spectres comme cela, à partir des transformés de Fourier rapide des oscilloscopes, ne me donne pas satisfaction pour en faire des mesures. Ce que j'ai pu faire comme mesure sur des cartes son de PC, c'est pareil, c'est pas facile de tirer des conclusions. On va dire que ça donne une idée, c'est ce que les gens qui font de la radio appelaient plutôt des analyseurs panoramiques. J'ai pas, moi, je ne dispose pas d'un analyseur de spectre audio digne de ce nom. Alors, qu'est-ce que j'ai comme équipement? Je vous le mets ici en incrustation, je balade ma souris. J'ai un voltmètre ici qui vient mesurer la tension d'alimentation du montage pour valider la condition selon laquelle on a bien 250 volts. Je mesure le courant. Comme ici, on est sur une triode, là, bien, le courant anodique égale le courant cathodique. Donc ça, le milliampère-mètre qui est là viendra le mesurer. J'ai connecté ici avec un générateur qui va nous donner à peu près 6 à 7 volts RMS. Alors je reviendrai sur les RMS et les valeurs moyennes dans une vidéo future, qui pour le coup est tournée. Indépendamment de ça, je repars d'ici sur le distorsiomètre, qui me donnera donc la valeur en pourcentage, et je vous ai fait également une sortie qui nous permet de voir la distorsion, puisque les distorsiomètres en fait fonctionnent avec un filtre notch en fait, et ils viennent mesurer tout ce qui est en dehors de la fondamentale, et ils sont capables de ressortir tout ce qui est de la distorsion, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'ordre de la fondamentale. Bon, maintenant on va au labo. Au montage, qui est monté de manière expérimentale, alors j'ai pas mal de fils qui se baladent là-dessus. La raison en est, c'est que je ne veux pas balader, c'est pas évident d'aller balader ses mains dans un montage, même s'il y a 250 volts, c'est pas évident de tourner une mesure en baladant ses mains dans un montage où traîne quand même du 250 volts continu et du 350 peut-être alternatif quand même. Il faut être concentré quand on travaille sur un ampli à tube et évidemment j'ai personne pour m'aider à filmer, donc je suis obligé de tout faire, donc j'ai branché tout ça un peu comme ça. Donc ici j'ai deux contrôleurs. Alors j'ai ce petit truc que j'ai mis ici qui mesure le courant, ça mesure la tension sur la haute tension, c'est-à-dire ce qui sort d'une alimentation que vous ne pouvez pas voir parce qu'elle est ici hors champ de ce côté. Alors comme il s'agit d'une triode, le courant anodique et cathodique sont équivalents, en conséquence de quoi ça va bien nous donner ce qui traverse la triode. Alors la première chose, c'est déjà de venir amener la tension d'alimentation à 250 volts. Alors on voit que le tube ici délivre 28 consomme 28 milliampères. Alors la deuxième des choses, c'est de venir régler donc la tension de gris maintenant. Ce qu'il faut, c'est régler l'alimentation variable, celle que je vous entoure actuellement là. Et cette alimentation variable, l'amener de façon à ce que nous ayons ici 35 milliampères. Je touche à la tension ici de gris, je vais donc faire varier là le courant anodique. Alors on va essayer d'amener ça correctement à la bonne tension, au bon courant, pardon. Donc je vais amener ça à
36 mA, puisque c'est ce qui avait été préconisé dans la documentation de constructeur, on va dire, du tube. On va essayer de se mettre à 36 mA. C'est plus facile d'ailleurs de régler ça qu'avec ce potentiomètre, surtout que là je mets les mains dans le montage, que j'ai finalement pas tellement l'intention de faire. Donc là on voit que je suis à 36 mA et 250 volts. Alors, et on constate que la tension ici, de gris, est à 7,5 volts. Alors, ici on est à 250 volts. Alors la première des choses à faire, c'est d'aller regarder maintenant sur la plaque du tube, quelle est réellement la tension. Alors on avait vu que ce transformateur, ce que vous voyez donc à l'écran ici, ce transformateur disposait d'une résistance, enfin, présentait une résistance de 400 ohms. Donc tout naturellement, on va s'attendre à trouver sur la plaque de la triode une tension inférieure. Alors je l'ai mesuré avec l'oscilloscope, ça se voit ici, c'est 236, on voit qu'on a 236 volts, ça veut dire qu'on a déjà dissipé pas loin de 400 milliwatts à l'intérieur du transformateur avant même d'envoyer le moindre signal. Donc là j'ai deux traces. En fait ces deux sondes que vous voyez ici, qui sont là, cette sonde là et cette sonde là respectivement, elles viennent sur le montage pour prendre à la fois la tension anodique, et j'ai une sonde ici qui est la rouge que vous voyez ici, qui reprend la tension de sortie. C'est-à-dire qu'en fait on va regarder ce qui se passe sur l'anode et on va regarder ce qui se passe à la sortie du transformateur. Pour être plus clair, on va regarder entre l'entrée et la sortie du transformateur. Donc il est temps maintenant d'envoyer directement un signal là-dedans. Voilà, là j'envoie un signal à l'intérieur et on constate quoi? Ben, on constate que finalement c'est pas terrible. Ça c'est une sonde par 100, donc il n'y a pas de souci, je risque pas de griller mon oscilloscope, je l'avais acheté spécialement pour faire des tubes. D'ailleurs je vous invite à acquérir une sonde par 100 si vous faites des tubes, parce que ça vous évitera de faire la moindre fausse manip. Bon là sur ce genre de truc on va monter à 300 volts, mais si vous travaillez avec des amplis qui montent à 600 volts, vous pouvez facilement flinguer l'entrée de votre oscilloscope. Donc on va regarder et on voit qu'en fait on a vraiment de la distorsion. On a une distorsion importante. Alors j'ai bien sûr réglé le générateur et tout pour que ça m'amène le tube à la fois au cut-off d'un côté et de l'autre côté en courant gris. Si on regardait ça avec des signaux sinusoïdaux, c'est pas très significatif, mais on va le regarder avec des signaux triangulaires et vous allez voir ce qui se passe. On voit bien que c'est pas terrible. Globalement, c'est pas terrible parce que ici et là, ça c'est ce que l'on a en sortie et ça c'est ce que l'on a sur la plaque. Ça c'est significatif du tube qui a commencé à entrer d'un côté en courant gris, puisque quand on s'approche du zéro, je vous expliquerai ça par la suite, vous commencez à faire entrer le tube en courant gris d'un côté, et de l'autre côté vous emmenez le tube au cut-off. C'est-à-dire que on a de la distorsion. Bon, cela dit, en principe, ce montage qui est ici n'est pas destiné à travailler bien sûr à fond. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est regarder quelle est la distorsion et quelle est la puissance. Voilà, le distorsiomètre qui est là est calibré. Je vais maintenant vous envoyer la sortie du distorsiomètre. Alors ce que vous voyez ici, là, c'est la sortie en fait côté transformateur. Et ce que vous voyez en haut, donc, c'est le distorsiomètre qu'il faut que je cale d'ailleurs à peu près correctement. C'est pas évident. Voilà, qui est réglé à 100%, qui est calibré à 100%. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va déjà regarder la distorsion, c'est-à-dire quelle distorsion l'on a. Mais on voit qu'on a 7,8% de distorsion. On a 7,8% de distorsion, ce qui correspond d'ailleurs assez bien à ce que l'on avait estimé sur les droites de charge. On peut passer sur un calibre un peu plus faible, voilà. On voit qu'on est à 7,83% de distorsion. Alors maintenant, venons-en à la mesure de distorsion par elle-même. Et on va voir qu'on va avoir quelques surprises. Alors ce que l'on voit ici, c'est la sortie côté secondaire du transformateur. Je vais vous mettre un slide tout de suite. Ce que l'on voit là, c'est côté secondaire du transformateur. On va mesurer la tension et on ne va pas être déçu d'ailleurs. Ce que l'on voit ici, cette courbe qui est ici, que vous voyez là, c'est la sortie du distorsiomètre. Parce que comme tout distorsiomètre qui se respecte, d'un côté vous pouvez observer au scope la nature et la forme de la distorsion. Ça c'est le signal et ça c'est la distorsion, c'est-à-dire c'est tout ce qui reste en dehors de la fondamentale pour lequel j'ai calé ici correctement la fréquence. Il en va de même d'ailleurs si on avait utilisé cet équipement là. Donc
Si maintenant on regarde ça, on va maintenant mesurer les tensions ici de sortie. Alors, on va faire ça à l'oscilloscope, c'est encore. On a vu que l'on sortait 8% de distorsion, ce qui n'est pas correct en revanche, et ça on va s'en rendre compte assez rapidement. Et ça sera donc probablement une surprise, c'est la puissance de sortie que délivre cet équipement avec ce transformateur. Alors ces deux courbes que vous avez ici, là et là, c'est bien ça, c'est la même courbe que vous avez sur l'oscillo qui est là. Je vais essayer de me... sur l'oscillo qui est ici. Et cette courbe qui est là, c'est bien la distorsion. D'accord. Alors ce qui serait intéressant maintenant, c'est de mesurer directement la puissance. Alors, vous pouvez faire ça bien sûr avec un voltmètre comme ça, s'il est en trou RMS ou autre, mais bon, j'ai remarqué que les indications surtout sur des mesures assez précises, sont pas toujours très bonnes. Alors, on va partir du principe que le scope est correct. Alors si maintenant on se concentre sur uniquement ce truc là et qu'on vient mesurer la puissance, donc finalement la tension d'alimentation, mesure que vous voyez là, ici ça nous donne une tension et on voit que la tension RMS est de 2,24 volts RMS. Parce que ce truc là il est en véritable RMS, un RMS vrai. Alors 2,24 volts, c'est pas génial d'ailleurs. Sur cette charge qui se trouve ici, c'est-à-dire la charge de sortie qui est là, on voit qu'on ne sort pas 1,9 watts, tel que nous prévoyait le réseau de caractéristiques d'origine, mais on voit qu'on sort plutôt 1,3 watts parce qu'on a 2,24 je crois volts RMS. Plus 400 milliwatts qui sont perdus environ dans l'enroulement du transformateur, sachant que additionner une tension, on va dire, enfin une puissance, sans tenir compte des phases et des quadratures, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, on va considérer là pour l'instant qu'on est à peu près correct en termes de bilan de puissance. Ben, on constate en fait qu'on est plutôt à 1,7 watts. Mais néanmoins, ce que va délivrer ce petit transfo dans cette charge qui est là, c'est plutôt 1,3 watts. Alors autant dire que ce genre d'ampli, enfin ce genre d'étage qui est ici, qui d'ailleurs, comme je l'ai précisé, est plutôt un étage de sortie de récepteur, bah ça, avec 1,3 watts à 8% de distorsion, ou 1,3 watts à 8% de distorsion, inutile de vous dire que si vous n'appliquez pas de la contre-réaction et autres, bon, mais c'est pas idéal, ou à moins d'écouter ce truc-là, bien sûr, avec une puissance beaucoup plus faible. Alors, la conclusion est à peu près sans appel. Alors, on peut tirer un certain nombre de conclusions d'ores et déjà. Première conclusion, on ne peut pas réaliser un bon ampli à tube avec un transfo moyen ou un mauvais transfo. Deuxième conclusion, sur ces amplificateurs à tube unique, et vous vous en rendrez compte quand j'évoquerai le sujet des rendements, en particulier des rendements d'étages finaux, ce qui fera l'objet d'une vidéo qui est à venir, qui est en cours de montage, on va dire. Ce rendement est absolument déplorable concernant ces tubes-là. Et pour obtenir des puissances plus élevées, on va dire, que 1,9 watts, parce que 1,9 watts ou 1,3 watts, on a trouvé ici, ici on a trouvé 1,3 watts, 1,3 watts à 8% de distorsion, même si vous appliquez une contre-réaction, vous ne ferez pas d'un cheval de bois un cheval de course. Donc il faut utiliser d'autres types de tubes. Alors vous pouvez utiliser effectivement des pentodes ou des tétrodes à faisceaux dirigés montés en triode. Et là vous pourrez sortir une dizaine ou une quinzaine de watts grand maximum. Vous pouvez utiliser des tubes, des triodes de puissance comme des 300B, auquel cas vous serez capable de sortir de l'ordre d'une dizaine de watts, mais c'est quand même des puissances très limitées qui vous contraindront évidemment à venir ici mettre ce que l'on appelle des enceintes avec un haut rendement. Pourquoi ? Parce que la distorsion est directement liée, comme on le verra dans l'épisode sur la distorsion, elle est directement liée, elle est proportionnelle au niveau de sortie, pour ainsi dire. Voilà, on a fini concernant les mesures. Prochaine vidéo, on parlera de distorsion ou de RMS en fonction de l'état d'avancement du montage et du tournage des différentes vidéos. Allez, salut et à bientôt.